J'aime grand-mère sous le plancher, dit la petite fille à sa mère. Et quand ils ont déterré, c'était le choc. Bonjour à tous. Profitez de ces moments de détente pendant que vous regardez. Laura descendit du vieux pick-up cabossé conduit par Monsieur Ethan, un chauffeur de camion engagé et propriétaire de la pension. Elle serrait fort sa fille Hélène dans ses bras, une fillette de 7 ans, maigre et silencieuse, aux cheveux sombres, qui s'accrochait à sa mère comme une ombre. Dans la main de Laura se trouvait une valise en tissu usé. Pendant ce temps, Hélène serrait contre elle un ours en peluche nommé Paco, le dernier cadeau de son père avant qu'il ne disparaisse sans laisser de traces. La voilà, la maison, exactement comme vous l'aviez demandé. Pas cher, calme, près du centre du village, dit Monsieur Ethan. Vous devriez peut-être garder la petite loin de la cave. Les enfants du coin disent que cet endroit est froid. Il hésita. Laura fronça les sourcils. Froid. Eh bien, l'air, je suppose, humide. Probablement de la moisissure. Je ne suis pas superstitieuse, mais les locataires précédents sont partis parce que leur fille n'arrivait pas à dormir. Ce n'est rien de grave, vraiment. Laura ne répondit pas. Elle hocha simplement la tête et fit entrer Hélène. C'était une vieille maison à 2 étages, son toit de tuiles rouges déjà en décomposition, et les murs de calcaire blanc étaient tachetés de noir par la mousse. À l'intérieur, le sol en briques rouges délavées et les portes en bois branlantes grinçaient à chaque rafale de vent. « Tu aimes cet endroit ?» demanda Laura à Hélène, en lui caressant les cheveux. Hélène ne dit rien. Ses yeux balayèrent la pièce et s'arrêtèrent sur un carreau de sol gris pâle au centre du salon. Rien de visiblement spécial à son sujet. « J'aime les endroits calmes, murmura-t-elle, serrant toujours Paco contre elle. Cette nuit-là, Laura essaya d'endormir Hélène à l'étage. Le vent hurlait à travers les vitres, produisant un son sec et gémissant. Laura resserra le loquet de la fenêtre, la ferma fermement et se retourna vers le lit. Hélène dormait déjà, mais ses mains agrippaient toujours l'ours en peluche. Ses paupières tressaillaient comme si elle rêvait. Près de l'aube, Laura fut réveillée en sursaut par un bruit léger. Quand elle descendit, elle trouva Hélène assise en tailleur sur le sol du salon, juste sur le carreau gris. La fillette avait la tête baissée, chuchotant comme si elle parlait à quelqu'un. « Grand-mère, ne sois pas triste. J'aime bien la vieille dame sous le plancher. » Laura frissonna. « Hélène, » appela-t-elle. « Qu'est-ce que tu fais ?» Hélène leva la tête. Son regard était lointain, rêveur. « Je lui parle. » Elle ne se souvient pas de son nom. Elle a froid. Laura se précipita et releva sa fille. Il n'y a personne ici. Ne redis plus des choses comme ça, d'accord? Hélène hocha la tête et ne dit plus rien. Mais pendant le petit déjeuner, ses yeux dérivaient constamment vers ce carreau gris, comme si quelque chose d'invisible l'appelait. Le lendemain, cela se reproduisit, et encore le surlendemain. Chaque matin, Laura trouvait sa fille assise par terre, en train de chuchoter. « Maman, elle est toujours là. Je l'aime bien. » Au début, Laura essaya d'en rire. « Tu imagines des choses, comme ces amis imaginaires dont tu parlais, tu te souviens ?» Mais Hélène ne rit pas. Elle n'était plus la petite fille joyeuse qu'elle avait été en ville. Elle était devenue silencieuse, renfermée, et chaque fois qu'elle mentionnait la vieille dame, ses yeux s'assombrissaient d'une tristesse trop profonde pour qu'une enfant puisse la comprendre. Une semaine plus tard, Laura emmena Hélène acheter du pain à la boulangerie de Madame Rose. Madame Rose avait la soixantaine, des cheveux d'argent, et portait toujours une écharpe tricotée, même par temps chaud. « Votre petite a l'air pâle », commenta Madame Rose en emballant le pain. « Oui, elle ne dort pas bien ces derniers temps », soupira Laura. Elle n'arrête pas de radoter à propos d'une vieille dame sous le plancher. Savez-vous qui vivait dans cette maison avant nous? L'expression de Madame Rose changea. Elle serra la ficelle autour du paquet de pain. Vous êtes dans la maison près de la vieille église, n'est-ce pas? Oui. Alors ne demandez plus rien. Cet endroit n'est pas net. Pas net? Que voulez-vous dire? Il y a des choses qu'il vaut mieux laisser tranquilles. Les gens de ce village vivent pour la paix. Nous ne voulons pas remuer ce qui a été enterré depuis longtemps. Laura essaya d'en savoir plus, mais Madame Rose s'était déjà détournée pour servir le client suivant. Sur le chemin du retour,
Laura agrippa le volant, l'esprit en ébullition. D'un côté, l'inquiétude pour sa fille. De l'autre, une peur grandissante qui s'insinuait en elle. « Hélène, est-ce que tu vois quelqu'un te parler ?» demanda-t-elle. « Non, mais je l'entends pleurer. Chaque nuit. Elle souffre. » Laura frémit. Elle ne croyait pas aux fantômes. C'était une mère célibataire qui avait fait tous les métiers imaginables pour élever sa fille, ménage, travail en cuisine, babysitting. Elle croyait à l'épuisement, aux délires induits par le stress. Mais quand elle regardait dans les yeux d'Hélène, elle ne voyait pas une enfant qui inventait des histoires. Elle voyait une tristesse. Une tristesse qui n'appartenait pas à l'enfance. Cette nuit-là, Laura posa tranquillement une couverture pour dormir à côté de sa fille. Le vent hurlait de nouveau à travers la fenêtre comme une baleine en deuil. Laura resta immobile, les yeux grands ouverts, tenant Hélène près d'elle. Soudain, elle entendit un chuchotement. « Je l'aime bien. Elle a mal, maman. » Laura se redressa d'un coup. Hélène dormait encore, mais ses lèvres bougeaient. Sa main s'étendit, pointant directement vers le carreau gris en bas, à travers le plancher en bois de la chambre à l'étage, comme si son intuition ignorait la gravité. La vieille dame sous le plancher. « Hélène, qu'est-ce que tu dessines ?» demanda Laura, les yeux toujours fixés sur la poêle où les œufs brûlaient d'un côté. Hélène ne répondit pas. Elle était concentrée sur son crayon noir et un morceau de papier déchiré. Laura éteignit le feu, s'essuya les mains sur une serviette et se dirigea vers la table de la cuisine. Quand elle regarda le papier, son cœur manqua un battement. Sur la surface blanche maculée se trouvait l'image d'une femme en habit de nonne gris. Son visage n'avait pas de traits, juste un cercle noir de jets griffonnés de traits frénétiques qui se chevauchaient. Sous ses pieds, il y avait une tache sombre, comme du sang, et autour d'elle, 3 bonshommes allumettes avec les bras levés comme s'ils la battaient. « Hélène, qui est-ce ?» demanda Laura, en essayant de garder sa voix calme. « C'est elle », répondit Hélène, les yeux toujours fixés sur le dessin. Elle ne se souvient pas de son nom. Je l'aide à se souvenir. Où as-tu vu cette personne ? Dans ma tête. Laura déglutit difficilement, sentant un frisson lui parcourir la nuque. Hélène, quand as-tu commencé à dessiner des choses comme ça ? La fillette leva les yeux. Quand elle a commencé à me raconter des histoires. Laura se prit la tête entre les mains. Elle avait pensé emmener Hélène chez un psychologue, mais le village n'avait pas de clinique qualifiée, et aller en ville signifierait perdre son emploi à la boulangerie, perdre leur logement bon marché. Tout s'effondrerait. Cet après-midi-là, alors que Laura pliait du linge à l'étage, elle entendit un murmure survenant d'en bas. Elle descendit discrètement. Hélène était allongée sur le ventre sur le sol du salon, de nouveau sur le carreau gris. Elle parlait très doucement, mais le ton n'était pas celui d'une enfant. Il était rauque et tremblant, comme celui d'une vieille femme. Ça fait mal. Ils m'ont attachée, puis ils ont ri. Si froid. Trop froid. Hélène, cria Laura, se précipitant pour la relever. La fillette ne réagit pas. Ses yeux restèrent fermés, mais ses lèvres continuaient de bouger. J'ai peur. Il la garde là-dessous. Laura la secoua. Le cœur d'Hélène s'ouvrit les yeux. Maman, est-ce que je rêvais ? Tu parlais à quelqu'un, balbutia Laura. Je ne me souviens pas. J'ai juste eu froid. Cette nuit-là, Laura ne put dormir. Elle sortit sur le porche et alluma une cigarette. Le ululement d'un hibou depuis les arbres lointains la fit sursauter. Quand elle se retourna pour rentrer, elle vit Madame Rose de l'autre côté de la clôture en pierre. « Vous avez besoin de quelque chose ?» demanda Laura, légèrement surprise. « J'ai entendu la petite. » Elle lui parle encore. Laura hésita. « Lui qui ? » Ma fille n'arrête pas de dire des choses étranges. Madame Rose s'approcha, la voix basse. « Je vais vous dire quelque chose, mais vous ne devez le répéter à personne dans le village. » Laura hocha la tête. « Quand j'étais jeune, personne n'osait louer cet endroit. Il y a eu une famille une fois, les Cortez. Des gens bien. Leur fille Anna n'avait que 12 ans. Chaque nuit, elle criait dans son sommeil, disait qu'une femme était enterrée sous la maison. Et que s'est-il passé ?
Ils sont partis pendant la nuit. Sans dire un mot. Depuis, les gens évitent même de mentionner cette maison. Mais savez-vous ce qui s'est vraiment passé? Madame Rose regarda autour d'elle, puis chuchota. Certains disent que c'était une maison de retraite il y a longtemps. Puis la guerre est arrivée. C'est devenu un abri temporaire pour les nonnes. Mais après les années 70, personne ne sait vraiment. Croyez-vous qu'il y ait un fantôme là-bas? Madame Rose ne répondit pas. Elle fit juste un léger signe de tête et se détourna silencieusement. Laura sentit sa poitrine se serrer. Elle ne croyait pas au surnaturel, mais elle ne pouvait nier que quelque chose de profondément inhabituel arrivait à Hélène. Quelque chose de très, très mauvais. Le lendemain matin, Laura emmena Hélène à l'école primaire du village. Son institutrice, Madame Emily Smith, était une femme d'une trentaine d'années avec des cheveux bruns attachés en chignon et une voix douce. Elle a l'air un peu pâle, remarqua Madame Emily. A-t-elle eu des problèmes récemment? Elle fait des rêves étranges, dessine des images troublantes, se parle à elle-même. Madame Emily marqua une pause pensive. Ça pourrait être l'adaptation. Beaucoup d'enfants réagissent de cette façon quand ils déménagent. Je garderai un œil sur elle et je vous préviendrai si quelque chose semble anormal. Laura hocha la tête en signe de remerciement. Mais à midi, quand elle revint chercher Hélène, Madame Emily sortit avec une expression tendue. Mademoiselle Laura, Hélène a peint ça aujourd'hui pendant les travaux manuels, dit-elle en lui tendant une aquarelle. L'image figea Laura. Une femme les mains liées, la bouche ouverte comme si elle criait, entourée de couteaux, de crucifix et de 3 silhouettes sombres qui riaient. A-t-elle dit autre chose? Demanda Laura. Madame Emily hocha la tête, baissant la voix. Elle a dit que la femme souffrait. Elle a dit, elle m'a demandé de le dessiner pour que personne n'oublie. Laura serra le papier dans sa main. Les couleurs maculées, déformées par les doigts humides d'Hélène, rendaient l'image encore plus terrifiante. Cette nuit-là, Laura appela Monsieur Ethan, le propriétaire. Monsieur Ethan, j'ai besoin de savoir qui vivait ici avant moi. Vous m'appelez à cette heure pour me demander ça? Répondez-moi, c'est tout. Je ne sais pas avec certitude. L'ancien propriétaire était Monsieur Fabian. Il est décédé. Son fils m'a vendu la maison et a déménagé. Personne n'aime parler de cet endroit. Je n'ai pas besoin d'avertissement. J'ai besoin de la vérité. C'est tout ce que je sais. Vous devriez laisser les choses comme elles sont, mademoiselle Laura. Ma fille est affectée. Je ne peux pas laisser faire. Les gens de ce village n'aiment pas qu'on déterre le passé. Je vous le dis pour votre bien. Laura raccrocha. Ses mains tremblaient. Elle regarda Hélène, assise en tailleur par terre, chuchotant à nouveau. Son nom est Marie, mais ils l'appelaient tous la folle. Hélène? Qui t'a dit ce nom? Je ne sais pas. Elle me l'a dit dans mon rêve. Elle pleurait. Elle était attachée et ils ont versé du ciment. Laura resta figée. Ses lèvres étaient sèches. Les veines de ses tempes battaient. Elle tomba à genoux et serra Hélène fort dans ses bras. Tout va bien, mon bébé. Maman est là. Hélène ne la serra pas en retour. Elle chuchota seulement. J'ai peur. Et si elle se met en colère? Laura était assise, immobile, devant le petit miroir de la salle de bain. La vapeur brumeuse reflétait son visage hagard, ses yeux cernés par trop de nuits blanches. Le goutte-à-goutte du robinet qui fuyait résonnait comme le tic-tac d'une horloge, comptant les secondes avant quelque chose d'inévitable. Hélène, chuchota-t-elle. Qui écoutes-tu? Le lendemain matin, après avoir déposé Hélène à l'école, Laura se dirigea directement vers la bibliothèque de la ville, un bâtiment en pierre usé par le temps, près de la place principale, avec un toit de tuiles rouges et une odeur de moisi. Le bibliothécaire était un homme âgé nommé Gabriel, aux cheveux d'argent, avec d'épaisses lunettes et des yeux qui semblaient toujours plissés avec méfiance en regardant le monde. « Bonjour, dit Laura en entrant. J'aimerais consulter de vieux dossiers, des journaux des années 1970. Gabriel la dévisagea par-dessus ses lunettes. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un d'aussi jeune que vous à s'intéresser à ces vieilles pages poussiéreuses, demanda-t-il. Je veux en savoir plus sur l'histoire du quartier où je vis.
Où exactement? Près de la vieille église, la maison au sol de tuiles rouges. Gabriel marqua une pause. Puis, sans un mot, il se leva et disparut à l'arrière. Quelques minutes plus tard, il revint, posant sur la table une boîte en tissu poussiéreuse et moisie. Archives des journaux locaux de 1965 à 1980. Lisez ce que vous voulez. Mais ne perdez rien. Ce sont les derniers exemplaires. Merci. Laura s'assit. Ses mains tremblaient tandis qu'elle feuilletait les pages jaunies. L'odeur du temps et des vérités oubliées pesait lourdement sur sa poitrine. Les gros titres défilaient. Festival de printemps à Silverwood. Adolescente disparue dans les bois. Grande tempête de 1971. Et puis, sur une page déchirée, un petit titre la frappa comme un coup de poing à la poitrine. Nonne. Mary-Allen disparue dans des circonstances mystérieuses. Silverwood, juin 1974. Laura feuilleta attentivement. L'article était court mais obsédant. Sœur Mary-Allen, âgée de 28 ans, qui servait à l'église principale du village, n'a pas été vue depuis le 12 juin. La dernière personne connue pour l'avoir vue était le père Laurence, un prêtre respecté de la communauté. Selon des sources ecclésiastiques, Sœur Marie avait montré des signes d'instabilité mentale ces dernières semaines et aurait pu quitter le village de son propre chef. Aucun signe de violence n'a été trouvé. L'affaire est actuellement traitée comme une disparition de personne. Laura lut le nom encore et encore. Mary-Allen. Elle était certaine d'avoir entendu Hélène le chuchoter, soit en rêve, soit en parlant au sol froid. Elle fouilla le reste de la boîte mais ne trouva rien de plus. Tout s'arrêtait là, comme si quelqu'un avait délibérément enterré l'histoire. Monsieur Gabriel, appela-t-elle. Vous souvenez-vous de quelque chose à propos de la nonne disparue? Il leva les yeux, son regard lent et pensif. C'était il y a longtemps. J'étais encore étudiant à l'université à l'époque, rentré pour l'été. Marie, elle était gentille, toujours à aider les pauvres. Et puis un jour, disparue. Aucun corps n'a jamais été retrouvé. Le père Laurence a dit qu'elle était malade mentalement, qu'elle était partie pendant la nuit. Personne n'a rien soupçonné. Mademoiselle, dit-il avec un haussement d'épaule, à l'époque, la parole du prêtre faisait loi. Laura ne dit rien. Elle savait qu'elle devait aller plus loin. Cette nuit-là, Hélène eut de la fièvre. Elle gisait, inerte, sur le lit, des cernes sombres sous les yeux, les lèvres sèches, parlant dans un état second. Je l'ai vue. Elle avait un bébé. Elle pleurait, mais personne ne la croyait. Laura frémit. Elle posa un linge froid sur le front de sa fille. Hélène marmonna de nouveau, sa voix décousue comme si quelqu'un d'autre parlait à travers elle. Ils l'ont attachée. Ils ont dit qu'elle était folle, mais ce n'était pas le cas. Elle avait un bébé, et personne ne la croyait. Ma chérie, arrête. S'il te plaît, arrête, chuchota Laura, la serrant fort. La pluie commença à tomber dehors, contre la fenêtre. Des gouttes lourdes frappaient comme des poings sur la poitrine de Laura. Elle resta assise dans le noir, tenant le corps tremblant d'Hélène, son esprit tourbillonnant de questions. Si Marie avait été enceinte, faussement qualifiée de folle, alors qui était le père? Elle se souvint de l'article, la dernière personne à avoir vu Marie était le père Laurence. Le lendemain matin, Laura rendit visite à Monsieur Anthony Brox, un vieil homme connu comme l'âme la plus âgée de Silverwood. Sa petite maison se trouvait à la lisière des bois, le toit couvert d'aiguilles de pin, les murs usés par le temps. Monsieur Anthony ouvrit la porte, son regard mi-curieux, mi-prudent. « Je sais qui vous êtes. Vous êtes celle qui loue la maison près de l'église, n'est-ce pas? » « Oui. J'ai besoin de poser des questions sur le passé. Sur Sœur Mary-Allen. » Il marqua une pause. « Je pensais qu'ils avaient enterré ce souvenir il y a longtemps. Mais ma fille, elle le revit. » Il sortit sur le porche, lui fit signe de s'asseoir sur la chaise en face de lui. « Asseyez-vous. Je ne sais pas grand-chose, mais je sais des choses que vous ne trouverez pas dans les journaux. » Laura s'assit. Un vent froid souffla, emportant des feuilles sèches. Marie n'était pas folle. « C'est la première chose que vous devez savoir, dit-il. Elle était gentille, polie, mais un jour,
elle a commencé à éviter tout le monde. N'assistait plus à la messe, ne sortait plus, restait juste dans sa chambre. Les gens chuchotaient qu'elle était enceinte. Qui était le père? Personne n'osait le dire. Mais j'ai entendu des choses de la part de quelqu'un qui travaillait au presbytère. Quel genre de choses? Que le père Laurence avait l'habitude de visiter la chambre de Marie tard le soir, plusieurs fois. Après qu'elle soit tombée enceinte, il a discrètement envoyé 2 hommes du village pour s'en occuper. Laura serra les poings. Et puis elle a disparu. Non. Cette nuit-là, quelqu'un a entendu des cris venant de la maison même où vous vivez. Une vieille dame, Madame Caroline. Elle est partie maintenant. Donc Marie n'a jamais quitté cette maison. C'est ce que je crois. Laura se leva, la tête bourdonnante. Merci. Merci de ne pas être resté silencieux comme le reste de ce village. Mais soyez prudente. Certaines vérités, si vous y touchez, cette communauté vous rejettera. Ils ne veulent pas que le passé soit déterré. Laura le regarda. Je n'ai pas peur. J'ai seulement peur que ma fille se perde si je continue à faire comme si de rien n'était. Laura était assise seule dans le salon. La faible lumière du plafonnier jetait une lueur pâle sur le carreau gris qu'Hélène pointait toujours du doigt. Elle plaça le vieux journal et le dessin d'Hélène côte à côte sur la table, ses mains tremblantes. Chaque pièce s'emboîtait comme un puzzle horrible. Marie-Hélène, la nonne disparue. Les chuchotements d'Hélène dans son sommeil, les dessins griffonnés en noir, et le carreau sans nom sous ses pieds. Il n'y a plus de doute, chuchota T.L. Une rafale de vent s'engouffra par les fissures de la porte, emportant l'odeur caractéristique de la maison, humide et froide. Laura se leva, alla dans le débarras et sortit une vieille pelle laissée par le propriétaire. Elle regarda Hélène qui dormait sur le canapé, le front humide de sueur. Chaque rêve la laissait plus épuisée. Laura agrippa fermement la pelle. Elle ne pouvait plus attendre. Elle commença à creuser. La pelle heurta le sol carrelé, son bruit résonnant dans le silence de la nuit. À chaque coup, la poussière et les débris volaient. Elle haletait, trempée de sueur. Le sol était plus dur que prévu. La couche de ciment avait clairement été coulée pour cacher quelque chose. Le bruit réveilla Hélène. Elle se redressa brusquement, les yeux écarquillés. « Maman, qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Je l'aide » répondit Laura, sans s'arrêter. Hélène regarda le carreau à moitié brisé où une tache rouge foncée commençait à s'infiltrer dans la terre. « Maman, j'ai peur. Elle ne veut pas qu'on la touche. » Laura se figea. « Tu l'entends ? » ?»« Non, mais je le sens. » Avant que Laura ne puisse répondre, on frappa fort à la porte d'entrée. Boum. 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 Laura sursauta. Elle laissa tomber la pelle et se dirigea vers la porte. « Qui est-ce ? » ?»« C'est moi, Ethan, » répondit la voix du propriétaire. « Qu'est-ce que vous fichez là-dedans ?» Laura ouvrit la porte. Dehors, il n'y avait pas seulement Monsieur Ethan, mais aussi 3 autres hommes du village, Julian, Matthew et Samuel, des voisins avec qui elle avait autrefois échangé des mots polis, qui la regardaient maintenant avec des yeux inconnus, pleins de méfiance. « J'ai entendu creuser, » dit Ethan d'un ton sévère. Les voisins l'ont signalé. « Qu'est-ce que vous faites ? » Je déterre le sol. Il y a un corps enterré ici. Les 4 hommes se turent. Matthew fronça les sourcils, puis ricana. Vous plaisantez, j'espère ? C'est quoi ça, un fantasme de série policière ? Je ne plaisante pas. J'ai des preuves. Il y a du sang, un voile de nonne, une lettre. Vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de réveiller, intervint Julian, la voix sèche. Laura les regarda chacun dans les yeux. Je réveille la vérité. La vérité que vous avez tous enterrée sous ce plancher. Vous n'êtes pas d'ici, s'approcha Samuel. Vous ne comprenez pas les règles de ce village. Certaines choses valent mieux être laissées tranquilles. Les règles ? Vous voulez dire le genre qui protège les violeurs, qui enterre les femmes vivantes et fait taire tout le monde ? Vous insultez tout le village, lança Matthew. Alors ce village mérite d'être insulté. Leurs expressions changèrent. L'air devint lourd de tension.
Hélène jeta un coup d'œil derrière sa mère, serrant son ours en peluche, Paco, en tremblant. Arrêtez ça maintenant, dit Ethan. J'ai le droit de vous expulser si vous faites quelque chose de dangereux. Allez-y, le défia Laura. Mais je porterai ça devant la presse, la police. Tous ceux qui voudront bien m'écouter. Julien serra les poings et s'approcha d'elle. C'est votre dernier avertissement. Et c'est ma décision finale, répondit Laura en claquant la porte. Dehors, le bruit de pas en colère s'estompa dans le lointain. Laura se retourna, le cœur battant. Hélène la regarda, les yeux humides. Est-ce qu'on va s'en sortir, maman? Oui, dit Laura en la serrant contre elle. Je te le promets. Elle reprit son travail de creusement. Après presque 2 heures épuisantes, sous la terre durcie et le ciment gris, 3 objets apparurent. Un voile de nonne décomposé et en lambeaux, un crucifix en laiton brisé, terni de verre. Et juste en dessous, une tache rouge foncée imbibée profondément dans le sol, aussi sombre que du fer rouillé. Laura retint un hoquet. Elle tendit la main et ramassa le crucifix. À cet instant précis, Hélène cria. « Maman, non !» Son corps se convulsa. Elle se raidit entièrement, les yeux révulsés. Paniquée, Laura jeta le crucifix de côté et se précipita vers sa fille. « Hélène, mon bébé, regarde-moi. » Aucune réponse. La bouche d'Hélène resta ouverte, émettant des gémissements qui n'étaient même pas des mots. Laura la porta dans la chambre, la longea et se dépêcha de prendre un linge froid, lui tapotant doucement les joues. « Hélène, c'est maman. Je suis là. » Progressivement, le corps de la fillette se détendit. Ses yeux se fermèrent, sa respiration lourde comme si elle venait d'échapper à un cauchemar. Laura s'effondra sur le sol, les mains tremblantes. Son regard dériva vers le crucifix qui gisait toujours par terre. Sous la faible lumière, il brillait d'une étrange teinte rougeâtre. Elle savait maintenant que ce n'était pas une imagination, pas un délire. Elle avait vraiment touché une injustice enfouie et une âme tourmentée, une histoire que tout le village s'était efforcé d'oublier. Laura chuchota à travers ses larmes, « Tu iras bien. Je trouverai toute la vérité. Je te le promets. » Le lendemain matin, Laura était assise en silence sur le sol, les yeux fixés sur la terre fraîchement remuée. À côté d'elle se trouvait le crucifix brisé, le voile décomposé et un nouvel objet qu'elle avait découvert après avoir nettoyé la terre restante dans le coin. C'était une petite pochette en soie pourrissante, soigneusement enveloppée dans un vieux tissu et coincée entre 2 carreaux cassés. Laura l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une lettre scellée dans du plastique jauni. L'encre s'était estompée mais était encore lisible. La main tremblante, elle l'ouvrit et lut, « Si quelqu'un trouve cette lettre, je suis probablement morte. Mon nom est Mary Allen, une nonne à Silverwood. J'ai été violée par le père Laurence et 2 hommes du village. Je suis tombée enceinte. J'ai prié. J'ai supplié. Mais personne ne m'a cru. Ils ont dit que j'étais folle. Je crains qu'ils ne me tuent pour me faire taire. Si je disparais, s'il vous plaît, cherchez-moi sous la maison à côté de la vieille église. S'il vous plaît, dites à mon fils que je ne l'ai jamais abandonné. Ne laissez pas la vérité mourir avec moi. » Laura laissa la lettre tomber de ses mains, molle de choc. Il n'y avait plus de doute, plus de vagues souvenirs. C'était la confession d'une mourante, une femme enterrée vivante pour avoir osé dire la vérité. « Hélène, tu as tout entendu avant tout le monde. » Elle se tourna vers sa fille, toujours allongée sur le canapé, les tempes trempées de sueur. Mais alors que Laura s'approchait, Hélène se redressa brusquement et le regard dans ses yeux n'était pas celui d'une enfant. Elle était enceinte. « Ils l'ont forcée au silence, » dit la fillette, la voix basse, remplie de fureur. « Hélène !» Laura recula. « Qu'est-ce qui t'arrive ? » Nous leur avions déjà dit, mais personne n'a cru. Personne n'a cru. Qui ? Qui es-tu ? Hélène se tourna vers sa mère, le regard vide. Elle souffrait. Ils l'ont attachée. Tous les 3 lui tenaient les bras et ils riaient. Elle pleurait, mais personne n'est venu. Laura se serra la poitrine. Son cœur se sentait écrasé sous un poids qu'elle ne pouvait supporter. Hélène, arrête. C'est moi. Maman. Regarde-moi.
La fillette pencha la tête. Tu es la seule qui a écouté. Tu es la seule qui a creusé. Soudain, elle s'effondra sur le canapé, les yeux fermés. Laura se précipita et la prit dans ses bras. Hélène était trempée de sueur, sa peau froide comme de la glace. Ma chérie, s'il te plaît, arrête de parler. Maman est là. Un instant plus tard, Hélène ouvrit les yeux. Sa voix était de nouveau douce, mais lasse. Maman, j'ai rêvé de sang. Tellement de sang. Laura ne savait que dire. Elle la serra simplement plus fort. Cet après-midi-là, Laura apporta la lettre et les preuves à Madame Rose, la seule personne du village qui lui avait inspiré un sentiment de sécurité, même lointain. Madame Rose ouvrit la porte et, en voyant le visage bouleversé de Laura, la laissa entrer silencieusement. Je l'ai trouvée, dit Laura en posant la lettre sur la table. Marie a été enterrée vivante. Et ceux qui ont fait ça étaient le père Laurence et 2 hommes de ce village. Madame Rose parcourut la lettre, puis se couvrit la bouche. Ô Seigneur, pourquoi tout le monde est resté silencieux? Pourquoi n'avez-vous rien dit depuis le début? Madame Rose trembla et s'effondra sur une chaise. Nous avions peur à l'époque. La parole du père Laurence faisait loi. Si vous le remettiez en question, vous étiez excommunié. Vos enfants n'étaient pas baptisés. Mon mari a un jour posé des questions sur Marie. Il a été licencié la semaine suivante. Personne n'a osé parler après ça. Mais c'est un crime. Laura frappa la main sur la table. Tout ce village a aidé à couvrir un viol et un meurtre. Vous croyez que je ne le regrette pas? Sanglota Madame Rose. Chaque nuit, je rêve des yeux de Marie, pleins de désespoir, lors de son dernier service. Laura se leva. Je ne laisserai pas ça rester enterré. Je vais mettre la vérité en lumière. Vous devez être prudente. Certains des villageois, ce sont les descendants des hommes qui ont fait ça. Ils feront n'importe quoi pour protéger leur honneur. Je me fiche de l'honneur d'un village pourri, dit Laura, les yeux d'acier. Cette nuit-là, Hélène eut de nouveau de la fièvre. Elle murmura dans son sommeil, sa voix chuchotant des fragments vifs de mémoire. Le père Laurence lui tenait la tête. Il lui a enfoncé un chiffon dans la bouche. Les 2 autres lui tenaient les bras. L'un s'appelait Julien, l'autre Samuel. Laura resta figée. Ces noms ne lui étaient pas inconnus. C'étaient les 2 mêmes hommes qui avaient frappé à sa porte pendant qu'elle creusait. Maman, pleura-t-elle. Elle les a suppliés de ne pas l'enterrer, mais ils n'ont pas écouté. Laura se boucha les oreilles. Arrête. S'il te plaît, arrête. Soudain, la lumière dans la pièce vacilla. Laura leva les yeux. Pas de vent, pas de câblage défectueux, mais l'ampoule clignotait régulièrement, rythmiquement, comme un battement de cœur. Puis Hélène ouvrit les yeux et regarda sa mère. Elle parla lentement, l'a dit. C'est bientôt l'heure. L'heure de quoi? L'heure pour tout le monde de savoir. L'heure pour tout le monde de payer. La pluie tombait depuis l'après-midi. Une bruine froide qui recouvrait Silverwood d'un voile humide et lugubre. Laura ferma les rideaux, vérifia 2 fois chaque fenêtre, s'assura que la porte d'entrée était verrouillée. Elle ne faisait plus confiance à personne. Ni au propriétaire, ni aux voisins, ni même au maire. Hélène, ça va, chuchota-t-elle. Hélène était allongée sur le canapé sous une couverture. Elle n'avait pas de fièvre, mais son corps tremblait encore, les lèvres serrées. Paco l'ours était serré contre sa poitrine comme un charme sacré. Elle n'avait pas parlé depuis le début de la soirée. Chaque fois que Laura lui demandait quelque chose, elle hochait ou secouait seulement la tête, ses yeux vides fixés sur quelque chose que les adultes ne pouvaient pas voir. Tard dans la nuit, Laura se prépara une tasse de thé. En revenant dans le salon, elle se figea. Hélène se tenait droite, complètement silencieuse, les yeux grands ouverts, les pupilles révulsées ne montrant que le blanc. Son corps était rigide, les bras pendant mollement le long de ses côtés. « Hélène » cria Laura en laissant tomber la tasse de thé. Aucune réponse. « Hélène, c'est maman. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle se précipita vers elle, mais avant qu'elle ne puisse la toucher, Hélène commença à parler, non pas de sa propre voix, mais d'un ton grave et rauque qui résonna dans la pièce comme s'il montait de la terre elle-même.
Ils m'ont tenu. Ils ont ri. Ils ont versé du ciment sur moi. J'ai pleuré, mais personne n'est venu. Laura recula, l'horreur l'inondant. Elle est à l'intérieur de ma fille. Hélène tourna la tête très lentement, croisant le regard de sa mère. Le père Laurence, il a dit, laissez-la sombrer dans le silence. Dieu pardonnera. Mais Dieu n'a pas pardonné. Hélène, s'il te plaît. Je suis désolée. Ne la laisse pas te faire du mal. Soudain, Hélène se convulsa violemment et s'effondra sur le sol. Laura se précipita vers elle, berçant son corps glacé dans ses bras. Hélène ouvrit les yeux et fondit en larmes. Maman, je n'ai pas pu l'arrêter. Je ne voulais pas qu'elle entre. Laura sanglota. Je sais. Je te protégerai. Je te le promets. Puis le sol trembla. Laura retint son souffle. Elle pressa sa main contre le carreau. Boum. Boum. Très faible, mais clair, comme un souffle venant de sous le sol. Les lumières de la maison vacillèrent à nouveau, l'ampoule du plafond pulsant comme un battement de cœur. Laura serra fort Hélène et regarda autour d'elle. La porte de la cuisine grinça et s'ouvrit toute seule, dans un long et lent gémissement. « Maman !» cria Hélène, enfouissant sa tête dans le torse de sa mère. Puis, du salon, une odeur métallique âcre commença à se répandre, épaisse et fétide, comme du sang. Laura attrapa une serviette humide et la pressa sur son nez. Sa respiration s'accéléra, sa poitrine battant si fort que ça lui faisait mal. Elle jeta un coup d'œil au miroir sur le mur, et derrière elle se tenait une silhouette. C'était une femme âgée en habit de nonne en lambeaux, le visage enflé et meurtri, les yeux complètement révulsés, blancs. Sa bouche était grande ouverte et du sang coulait le long de son cou. Laura se retourna brusquement. Il n'y avait personne. Mais dans le miroir, la femme restait. Hélène se recroquevilla davantage. Elle est vraiment en colère. Elle veut que tout le monde sache. Nous leur dirons. Je jure que nous le ferons. Mais ne lui fais pas de mal. Ne fais plus de mal à Hélène. Cria Laura en l'air, espérant que quelqu'un, quelque chose, écoutait. Toutes les lumières de la maison s'éteignirent. Seule la pluie, le tonnerre lointain et la respiration saccadée de Laura restaient. Hélène, où es-tu? Hélène, je suis là, appela la voix de la fillette, mais elle venait de la cuisine. Ne t'enfuis pas, Laura courut vers la cuisine. Personne n'y était. Hélène. De petits pas résonnèrent à l'étage. Laura monta les escaliers en courant, manquant de trébucher. La porte de la chambre était grande ouverte. L'air à l'intérieur était glacial. Hélène se tenait au milieu de la pièce, les yeux fermés, les bras levés vers le plafond. Elle dit, ils lui ont mis un chiffon dans la bouche. Elle ne pouvait pas respirer, mais elle se souvient de tout. Hélène, peux-tu m'entendre? Où es-tu? Elle a vu de la lumière, mais ils l'ont maintenue. Le ciment était si froid. Laura hurla, assez. Tu n'es pas un sacrifice. Si elle veut la justice, je la lui apporterai, mais pas en faisant du mal à ma fille. Soudain, une rafale de vent éclata à travers la fenêtre fermée, faisant voler les rideaux et éteignant la bougie sur la table. Hélène s'effondra. Laura se précipita. La fillette s'était évanouie. Maman, il fait si froid. Maman, chuchota faiblement Hélène dans son inconscience. Laura la descendit et l'aborda sous une couverture. L'odeur de sang persistait, et la maison restait anormalement froide malgré le feu allumé dans la cheminée. Laura s'agenouilla à côté de sa fille, s'accrochant à elle comme au dernier peu de chaleur qui restait dans le monde. Les cloches de l'église se mirent soudain à sonner, résonnant dans la nuit. Dong! 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 Laura savait que c'était un avertissement, ou le début de quelque chose de plus profond, quelque chose qui ne s'arrêterait pas si elle restait silencieuse. Le lendemain matin, Laura se réveilla les yeux gonflés, les bras toujours enroulés autour d'Hélène. La fillette était tombée dans un sommeil épuisé après le tourment de la nuit, gémissant de temps en temps comme si elle combattait un esprit qui n'était pas censé habiter son petit corps. Laura se leva, changea de vêtements, se lava le visage et emballa soigneusement la lettre de Marie, le crucifix brisé et le voile de nonne en lambeaux dans un sac en tissu.
Ses yeux ne contenaient plus de peur. Ils brûlaient de colère et de résolution. Reste ici, Hélène, chuchota-t-elle en embrassant le front de sa fille. Je vais faire ce qui est juste. Elle se dirigea vers la mairie du village, un bâtiment délabré de 2 étages aux murs écaillés et à l'écusson délavé au-dessus de l'entrée voûtée. Au bureau était assis le maire Richard Bennett, un homme corpulent d'âge moyen, aux cheveux soigneusement coiffés et à l'expression suffisante qui ne quittait jamais son visage. « Mademoiselle Laura, qu'est-ce qui vous amène ?» demanda-t-il en jetant un coup d'œil au sac en tissu qu'elle portait. « Je viens soumettre des preuves d'un meurtre qui a eu lieu dans ce village en 1974. » Le maire haussa un sourcil. « Quel meurtre ?» La disparition de sœur Marie-Hélène. La pièce devint silencieuse. Cette affaire a été classée il y a longtemps. Aucune preuve qu'elle ait été blessée. Eh bien, maintenant il y en a. Laura sortit la lettre scellée dans du plastique et la posa sur le bureau. C'est la lettre manuscrite de Marie. Elle était enterrée sous mon plancher, là où Hélène a dit qu'elle serait. Richard prit la lettre, la retournant. Ses yeux se figèrent sur la ligne. Si je disparais, s'il vous plaît, cherchez-moi sous la maison. Où avez-vous eu ça ? Demanda-t-il, la voix plus basse. J'ai creusé sous le sol. Avec la lettre, il y avait un voile de nonne, un crucifix brisé et du sang séché. Il repoussa la lettre vers elle. Je ne sais pas ce que vous essayez de faire, mais ça ne devrait pas devenir public. C'est un village, pas une ville. Nous survivons grâce à la paix. Une paix construite sur le meurtre d'une femme enceinte et son enterrement vivant ? Vous ne comprenez pas, grinça Richard des dents. Nous ne pouvons pas laisser le passé détruire le présent. Vous ruinez la réputation de l'église, de ce village. Laura frappa la main sur le bureau. Et les vies ? La justice ? Ma fille est hantée chaque nuit par une âme tourmentée. Vous avez tous cédé au silence ? Richard se leva brusquement. Si vous continuez comme ça, je ferai en sorte que la police du comté vous expulse du village pour trouble à l'ordre public. Essayez, grogna Laura. J'ai déjà fait des copies et les ai envoyées au tribunal du comté. Je vais aussi en parler à la presse. Vous devriez commencer à préparer votre témoignage. Elle se retourna et quitta son bureau, son regard furieux lui brûlant le dos. Juste à l'extérieur du bâtiment, Laura vit Monsieur Anthony de l'autre côté de la rue, tenant un sac d'épicerie. Il s'approcha, le visage crispé d'inquiétude. « Vous venez de rencontrer Richard. » « Oui, il ne pourra pas me faire taire. J'irai jusqu'au bout. » Monsieur Anthony soupira. « Saviez-vous que celui qui a commandé le ciment pour couler ce sol était le père de Richard ?» Laura se figea. Il était l'un des 3 hommes présents cette nuit-là. Et maintenant, Richard utilise le pouvoir que son père lui a laissé pour garder cette vérité enterrée. Vous devez être prudente. Ils n'hésiteront pas à aller plus loin. Je n'ai pas peur, dit Laura. Mais quelques heures plus tard, en rentrant chez elle, elle réalisa qu'Anthony n'avait pas exagéré. La porte d'entrée avait été forcée, la serrure tordue. Une note manuscrite était collée sur la porte. Dégage. Arrête de déterrer les morts. Tu n'as rien à faire ici. À côté, les vitres de sa voiture étaient brisées. Les pneus crevés. Hélène, cria-t-elle en se précipitant à l'intérieur. Heureusement, Hélène dormait toujours sur le canapé, mais Laura remarqua que quelqu'un lui avait craché sur la jambe. De la boue avait été jetée contre les fenêtres. Elle essuya la saleté, puis s'assit et serra les poings. Elle ne pleura pas. Elle était furieuse. Ce soir-là, Laura emmena Hélène au marché pour faire des courses. Dès qu'elles entrèrent dans la boutique de Madame Rose, tout le monde se tut. Madame Rose s'approcha, l'inquiétude gravée sur son visage. « Est-ce qu'ils vous ont attaqué ? » ?»« Je vais bien. J'ai l'habitude. » De derrière, Matthew s'avança. « Encore vous ? Pourquoi n'avez-vous pas quitté ce village ? » Laura se tourna vers lui. « Je partirai quand Marie verra la lumière du jour. » Vous inventez tout ça. Cette fille était folle. Elle s'est probablement enfuie et est morte quelque part. Sa lettre n'est pas de la folie. C'est du désespoir, répondit calmement Laura. Julien se leva d'une table voisine. Pour qui vous prenez-vous ? Une sorte de sauveuse ?
Hélène n'a que 7 ans. Elle souffre de fièvre et de maux de tête à cause du crime que vous avez tous essayé d'enterrer. Je ne suis pas une sauveuse. Je suis une mère, et les mères ne restent pas silencieuses. Une femme nommée Diana, qui tenait l'étal de légumes, intervint. Assez. Vous faites peur à nos enfants. Chaque nuit, ils pleurent à cause du fantôme de Marie. C'est de votre faute. Qu'est-ce qu'Hélène a fait de mal, dit Laura à voix haute. Pourquoi les coupables sont-ils défendus alors que l'enfant maudite souffre? Le marché tomba dans un lourd silence. Puis Matthew cracha sur la chaussure de Laura. Vous devriez la fermer et partir. Laura l'essuya avec une serviette. Je partirai, mais pas avant que chacun d'entre vous ne connaisse la vérité. Elle prit Hélène par la main et sortit. Les regards la suivaient, colériques, haineux et craintifs. Cette nuit-là, dans le salon, Laura étala la lettre, plaça le crucifix brisé sur la table et posa une main sur la tête de sa fille. Écoute-moi, Hélène. Oui, maman. Tout le monde dans ce village pourrait me détester. Ils pourraient casser ma voiture, me maudire, me cracher dessus, mais ils ne me feront pas taire. Hélène la regarda, les larmes aux yeux. Je ne veux plus qu'elle soit en colère, et je ne veux pas que tu endures une autre nuit comme ça. Je vais mettre fin à tout ça. Je te le promets. Laura était assise seule dans le salon. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, projetant des rayons doux sur son visage fatigué mais résolu. Sur la table se trouvaient toutes les preuves. La lettre scellée, le crucifix en laiton brisé, une bande du voile de la nonne, et un petit bocal en verre contenant un échantillon de ciment taché de sang séché. Hélène dormait paisiblement sur le canapé. Les cauchemars s'étaient calmés ces derniers jours. Comme si l'esprit de Marie attendait que quelque chose change. Laura prit une profonde inspiration. Il était temps. Elle commença à écrire, chaque ligne remplie d'une détermination féroce, au tribunal de district du comté de Greenville. Mon nom est Laura Harris, résidant actuellement dans le village de Silverwood. Je soumets des preuves relatives à la disparition de sœur Mary Allen en 1974. Les matériaux ont été découverts directement sous ma maison, dans ce que l'on pense être le site de son meurtre et de son enterrement. En pièces jointes, des photos, des échantillons physiques, une copie de la lettre de Marie, et les résultats ADN que Laura avait discrètement commandés une semaine auparavant à un laboratoire privé, faisant correspondre l'échantillon de sang avec des registres d'état civil du Vermont. Elle scella l'enveloppe, y colla le timbre et se dirigea vers le bureau de poste du village. L'employée, une jeune femme nommée Beth, regarda l'épaisse enveloppe et hésita. Des documents légaux, mademoiselle Laura? Oui. Envoyez-le aussi vite que possible. Cela pourrait ouvrir une enquête pour meurtre. Beth la regarda partir avec une expression curieuse et indéchiffrable. Personne d'autre dans le village n'avait osé faire ce que Laura venait de faire. Mais maintenant, tout le monde regardait. 2 semaines plus tard, Laura reçut un appel d'un numéro inconnu. Bonjour, ici l'unité d'enquête du comté de Greenville. Est-ce que je parle à mademoiselle Laura Harris? Oui. Nous avons reçu le dossier que vous avez soumis. Le tribunal a officiellement rouvert l'enquête sur la disparition de sœur Mary Allen en 1974. Je vous appelle pour vous informer qu'une équipe d'enquêteurs légistes arrivera à Silverwood la semaine prochaine. Le cœur de Laura battait la chamade. Merci. Merci beaucoup. Nous aurons également besoin de parler à votre fille. Elle montre des signes de réponse de témoins sensoriels. Un spécialiste des traumatismes nous accompagnera. Elle coopérera. Elle a déjà trop enduré. Quand Laura raccrocha, elle regarda Hélène, qui jouait paisiblement avec des pièces de puzzle près de la fenêtre. Son visage semblait plus lumineux qu'il ne l'avait été depuis des jours. Il y avait un changement dans l'air, comme si l'âme de Marie avait ouvert les yeux, attendant la justice. 2 semaines plus tard, des enquêteurs de la brigade criminelle et des journalistes du Greenville Times arrivèrent devant la maison de Laura. Les villageois s'attroupèrent comme s'il s'agissait d'un festival. Personne n'osait entrer, mais ils chuchotaient, pointaient du doigt, mêlant la peur à la curiosité. L'enquêteur principal, l'inspecteur Mark Bennett, un homme grand à la posture ferme et aux yeux perçants, serra la main de Laura.
Vous avez fait ce que personne dans ce village n'a osé faire pendant plus de 40 ans. Je n'ai fait que ce qu'une mère est censée faire, répondit Laura. Avec lui se trouvait Grace, une psychologue spécialiste des traumatismes, et Nathaniel, un analyste légiste. Ils délimitèrent la zone du sol, examinèrent les traces de sang, prirent des mesures et collectèrent des échantillons. Nathaniel s'accroupit au-dessus de la tache de ciment avec un analyseur portable. Hémoglobine dégradée, mais le test est positif. C'est du sang humain. Laura remit l'échantillon d'ADN qu'elle avait préparé à l'avance. Nathaniel ouvrit le dossier et hocha la tête. Ce segment génétique correspond à un acte d'état civil du Vermont. Un homme nommé James Allen, né en 1975, le fils de Mary. Mark se tourna vers Laura. Le connaissez-vous? Jamais rencontré. Mais je sais qu'il est la dernière pièce de l'histoire. Le lendemain, les médias explosèrent. Les gros titres se répandirent dans tout le comté. Nouvelle découverte dans l'affaire de 1974. Disparition d'une nonne. Preuve de viol et d'enterrement vivant. La mère oubliée. Le fils qui n'a jamais connu ses secrets. Les secrets de Silverwood déterrés. Le premier à tomber fut le maire Richard Bennett. Les journalistes fouillèrent son passé, déterrant le rôle de son père, Lucas Bennett, qui avait été le chef de la police du village en 1974 et celui qui avait signé le classement de l'affaire après seulement 3 jours. Face à l'indignation publique, Richard fut contraint de démissionner. Des images de lui, entouré de journalistes, se cachant le visage, la tête baissée, se répandirent rapidement. Les équipes de télévision diffusèrent des images du devant de la mairie où des villageois tenaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Justice pour Mary Allen ». Personne ne peut faire taire la vérité. Dans une brève conférence de presse, l'inspecteur Mark déclara « Nous étendons l'enquête aux personnes nommées dans le rapport de 1974. Celles qui avaient été épargnées par manque de preuves sont maintenant convoquées. Elles devront rendre des comptes. » Laura regarda les informations, des larmes coulant sur ses joues. Hélène était assise à côté d'elle, lui tenant la main. « Maman. »« Oui, ma chérie. » Elle a souri dans ma tête. Laura se figea. « Je ne l'entends plus. Je l'ai juste vue me serrer dans ses bras, puis disparaître comme de la fumée. Elle n'est plus triste. » Laura la serra fort dans ses bras. « Tu es incroyable. Je suis si fière de toi. » Hélène s'appuya sur l'épaule de sa mère. Elle a dit, « J'ai des yeux comme son fils. » Le commentaire fit marquer une pause silencieuse à Laura. 2 jours plus tard, James Allen, un homme d'une 50aine d'années aux cheveux poivre et sel et aux yeux solennels, se présenta à la porte de Laura. « Vous êtes Laura Harris. »« Oui. »« Vous avez trouvé ma mère. » Laura hocha la tête. « Entrez. Je vais tout vous raconter. » James entra, chaque pas lourd. Laura lui montra la lettre, les objets récupérés, et lui raconta tout ce qui s'était passé avec Hélène. Quand il eut fini de lire, James s'effondra. Il tomba sur le sol, se tenant la tête, sanglotant de manière incontrôlable. Ils ont dit qu'elle m'avait abandonné. Ils m'ont mis dans un orphelinat. On dit qu'elle était folle. J'ai vécu toute ma vie avec une blessure que je ne pouvais nommer. Laura s'assit à côté de lui, posant une main sur son épaule. Elle ne vous a jamais abandonné. Elle a essayé de dire la vérité, et ils l'ont fait taire. James leva les yeux, pleins de larmes, mais aussi de clarté. Je ferai tout ce qu'il faut pour restaurer son nom. Je lui dois tout. Hélène entra dans la pièce et s'approcha de lui. Vous êtes son fils. James hocha la tête. Oui, je suis James. Hélène sourit doucement. Vous avez ses yeux. Triste mais gentil. James gloussa à travers ses larmes. Merci, ma chérie. Laura se leva. Nous finirons ça ensemble. Nous 3. James prit leurs mains. La justice ne s'arrêtera pas maintenant. Le mois suivant, Silverwood tomba dans un silence inhabituel. Choqué, calme et anxieux. La maison de Laura devint le centre d'attention des journalistes, des équipes de télévision, des groupes de défense des droits de l'homme et même du diocèse local. Ceux qui lui crachaient autrefois au visage baissaient maintenant la tête quand ils la croisaient.
Un matin, Laura préparait du thé dans la cuisine quand Hélène entra, tenant l'ours Paco, le visage rayonnant. « Maman, dit-elle. La nuit dernière, j'ai rêvé d'elle pour la dernière fois. » Marie. Laura marqua une pause. Hélène hocha la tête. Elle portait un nouvel habit. Son visage n'était pas meurtri et ses cheveux étaient plus longs. Elle ne pleurait plus. Elle m'a serré dans ses bras et m'a dit « Merci. Merci d'avoir écouté. » Puis elle a marché vers la lumière. Laura posa sa tasse, les yeux embués. « Tu l'as aidée à reposer en paix, Hélène. »« Pas seulement moi, » sourit Hélène. « Toi et oncle James aussi. » La sonnette retentit. Laura ouvrit. C'était James Allen, vêtu d'une chemise blanche, tenant un bouquet de marguerites blanches et une petite boîte en bois. « Tu es en avance, » dit Laura. « Nous avons quelque chose d'important aujourd'hui. Es-tu prêt ? » Prêt. James fit un signe de tête à Hélène. « C'est toi qui as ramené ma mère à la maison. »« J'ai juste écouté mon cœur, » répondit Hélène, puis elle le serra dans ses bras de manière inattendue. James s'étrangla d'émotion. À la vieille église où Marie avait autrefois servi, un service commémoratif fut organisé. Pour la première fois en un demi-siècle, la cloche de l'église sonna pour la vérité, et non pour le silence. La cérémonie était dirigée par le père Thomas, un prêtre nouvellement nommé, remplaçant celui qui avait été démis pour avoir couvert des crimes. « Nous sommes ici, » sa voix résonna, pour restaurer le nom d'une femme dépouillée de sa dignité, de sa vie et de sa foi. Laura, James et Hélène étaient assis au premier rang. À côté d'eux se trouvaient Madame Rose et Monsieur Anthony, les premiers villageois assez courageux pour défendre la vérité. La photo de Marie était affichée avec honneur sur l'autel. En dessous, une nouvelle plaque commémorative en granit indiquait « Marie Allan, la mère oubliée, est revenue à la vérité ». Le crucifix autrefois brisé avait été restauré et se trouvait maintenant au centre de la plaque, brillant comme une blessure guérie. Après le service, les gens se rassemblèrent dehors. Les journalistes entourèrent Laura. « Madame Harris, comment vous sentez-vous aujourd'hui » demanda l'un d'eux. Laura regarda droit dans la caméra. Voix ferme. « Ce n'est pas ma victoire. C'est la justice pour quelqu'un enterré dans la douleur pendant 50 ans. Une âme autrefois réduite au silence a maintenant un nom. Et ma fille Hélène est celle qui a entendu son cri. » Hélène tenait la main de sa mère et parla doucement dans le micro. « Je ne l'ai pas vue avec mes yeux. Je l'ai vue avec mon cœur. » La foule devint émotive. James s'avança, serrant Laura et Hélène dans ses bras devant tout le monde. « J'ai perdu ma mère avant même de la connaître, » dit-il. « Ils m'ont menti, l'ont traitée de folle. Mais grâce à eux, je l'ai embrassée à travers la vérité. » Les villageois, silencieux tout au long de la cérémonie, commencèrent enfin à pleurer. Personnes âgées, jeunes, femmes. Ils se regardaient avec des expressions mitigées, de honte, de remords et d'admiration. Diana, la femme qui avait autrefois insulté Laura au marché, s'avança. « Mademoiselle Laura, je suis désolée pour tout ce que j'ai dit. Je ne savais pas, » Laura croisa son regard, la voix douce. « Savoir est suffisant. Mais ne soyez plus silencieuse. » Un vieil homme à côté d'elle hocha la tête. « Ce village doit bien trop à Marie et à votre famille. » Cet après-midi-là, à la maison de Laura, ils étaient tous les trois assis sur le porche, regardant le premier coucher de soleil qui semblait vraiment chaud depuis leur arrivée à Silverwood. « Je me souviendrai d'elle pour toujours, » chuchota Hélène, serrant toujours Paco. James lui tendit la boîte en bois. « Ceci appartenait à ma mère. » À l'intérieur, il y a une épingle à cheveux qu'elle portait jeune femme et un petit carnet. Elle tenait un journal en latin. « Voudrais-tu le garder ?» Hélène ouvrit la boîte doucement, comme si c'était un trésor. « Je le garderai en sécurité. Je le promets. » Laura s'assit à côté d'elle, le regard perdu au loin. « Certaines douleurs ne peuvent être effacées, mais elles peuvent être guéries si nous osons les affronter. » James hocha la tête. « Et certaines âmes n'ont pas besoin de prière. Elles ont besoin de la vérité. » Point et de quelqu'un comme ma maman, ajouta Hélène, se tournant pour serrer sa mère fort dans ses bras. Une semaine plus tard,
le gouvernement provincial organisa une cérémonie spéciale dans le comté de Greenville. Laura fut honorée du titre de citoyenne courageuse pour la justice et la dignité humaine. Pendant le discours, le juge en chef de la cour déclara: « Aujourd'hui, nous honorons une mère, une femme, une citoyenne qui a osé affronter un demi-siècle de silence pour restaurer le nom d'une femme oubliée. Madame Laura Harris est la preuve vivante que la vérité ne meurt jamais. » L'auditorium entier se leva pour une ovation debout. Hélène rayonnait de fierté en regardant sa mère monter pour recevoir la médaille. Cette nuit-là, quand elles rentrèrent au village, Laura déverrouilla la porte de la maison qui avait autrefois été remplie de ténèbres. Mais cette fois, pas de gémissements, pas d'odeur métallique, pas de rafale de vent glacial. Seulement Hélène assise par terre, jouant avec des briques Lego, juste sur le carreau gris qui avait été le centre de tant d'horreur. Point maman n'est plus là, mais je pense qu'elle est dans un endroit vraiment magnifique maintenant. Laura s'assit à côté d'elle et lui caressa les cheveux. Je crois qu'elle est partie et nous a laissé une leçon puissante. Quelle leçon, maman? Qu'il n'y a rien de plus effrayant que le silence face au mal. Hélène hocha la tête d'un air pensif. Maman, dit-elle. J'ai l'impression que nous ne sommes plus des étrangères. Ah, pourquoi ça? Parce que les gens du village ont commencé à me dire bonjour. Laura rit. Donc, briser le silence peut aussi ouvrir le cœur des gens. Elle leva les yeux vers la fenêtre où un doux clair de lune baignait le sol comme une couverture douce. Une brise passa, portant l'odeur des marguerites blanches. Il n'y avait plus d'esprit en colère, plus de pleurs dans le miroir. Seulement la paix, enfin. L'histoire de Laura, d'Hélène et de l'esprit de Marie-Hélène nous enseigne ceci: la vérité, peu importe depuis combien de temps elle est enterrée, trouvera toujours un moyen de se faire entendre. Le silence face à l'injustice est la forme la plus dangereuse de complicité. Une personne courageuse, même seule, peut changer toute une communauté si elle ose défendre ce qui est juste. L'empathie, la maternité et l'intégrité ont le pouvoir de guérir même les blessures historiques les plus profondes. Et à la fin, ce n'est qu'en affrontant la vérité que nous pouvons trouver la paix, tant dans la vie qu'au-delà de la mort. Si vous avez aimé cette histoire, nous vous invitons à laisser un « j'aime » et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous motive à continuer de vous proposer des histoires touchantes presque chaque jour. Nous sommes très reconnaissants de votre soutien. À bientôt. I want to test for gin again, but I don't think it's going to let me. I think if it's Nobake, it's forced UV. I don't think we're getting UV. Wow, I hate that sound. Try this again. I like how it interacted with the car there. That's pretty cool. Oh. You move? Did you move room? It's looking for its orange. I think it found it. Ghost! Ghost! Let me see your blinks. That's a gin! That's a gin! Oh. I knew it wasn't a Goryo. I'm going gin. Okay. Where's the photo camera? Nice. Wait, do we need any pictures of the... Oh, perfect. Bye. Okay, I'm gonna leave. I'm going gin. That seemed very gin-like. I was doing some gin stuff. Okay, boy. That wasn't a quiet grandma. Dude! Let's go. There's some jobs ready for you.
Dude, I got tier 1 smudges. Heard those are really bad and you shouldn't use them ever. Doesn't even slow down the. I got tier 1 smudges. Should we swap out yours with tier 1? No. Come on, why not? He's so cool. Oh, it's snowing. Great. Yup. Oomph. Oomph. Dude. It was snowing here today when yesterday it was 80 degrees. Dude, we also got some snow. Let's go. But it was 80 degrees yesterday. That's weird. We got cards. I think it might be in the garage. 7 degrees for a few days here. 41 today and snow tomorrow. Let's go. Love some snow. I think this is like our last day of snow, and then I get big sad. What? Did you hit this light switch? You did. Not a mare. Got you unlocked, Ghost. I wish this game let you double bind stuff. I wish I could just have like number keys be used as my inventory. I'd be able to swap this. I'd be able to swap to smudge so fast. Instead, I get clumsy and like start dropping all my stuff. I already get clumsy and drop my stuff because I'm in a panic. Oh, we got Ghost Rider? Yep. Did you take a picture already? I did. And the EMF. I think it moved. We have cold breath in here. It's snowing. Oh, it's snowing. Yeah, I moved here. 3.5. I guess I don't need any of this stuff. Wait, why not the dots? Because we have Ghost Riding and EMF? You have EMF 5? Or were you saying... Never mind. What happened? Ignore me. What? Is this door broken? No. Could you imagine the ghost could just break a door? Oh my god, I'd lose it. Blah, 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 blah. Blue, 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 blue. No spurt. Oh my eyes, oh my god. Did you Oh yeah. Trust me, if we would have got it, we would have got it. Almost 100% guarantee. Extra cruising is in the hallway. Let's go. Because I hate when I put it too close and it burns that one instead of the one in our room. Dude, if you're ever doing hell mode and like just the feeling of it eating your cruci outside of the house, when you, it's like the worst. It's basically you're saving because you have to travel by cruci. If you don't have one, it can spawn on top of you and just kill you. Yeah, it's not fun. Still here. Swat me, oh my swat. god, last night it was hot and humid
in my house and I wanted to die. Like, is it kind of like that sticky heat, or is it like just kind of breezy? Mhm. Oh, I freaking hate that, dude. That's so gross. Yeah, sticky heat. Ugh. If it's like a breezy heat, like you can feel it kind of just blowing on you, it's good. It's nasty. My bedroom gets so hot. Ugh. Poor smidge. And then I woke up and it was like 40 degrees in my room with all my windows open and I wanted to open it. I brought a firelight, a swalt. Door moved? You moved the door to faint me out? Thanks. Take the UV. Nothing. How's the temp looking? 2.9. I do not like that groaning. Oh, my ears. What the heck? That's crazy. It's not very PG sounding. I don't like. No. The color tree, anything is a Yeah, no, it's my Christmas tree. Don't worry. I'm gonna get Still have hunted Christmas down decorations. and not know which way is up and which way is down. It's part of the just spicing it up. But there's a broom here. Oh, we can't pick it up. It's a vacuum. Oh, is that the? What is that? Is that an iron? Yeah. Oh. I love how much stuff is interactable now with this new map. This ghost is seeming very shady. I was Did gonna it do say your that. ghost writing while you were in the room. No, I was outside and I ran back in to record it. It's really telling me that very shady. it hasn't touched the firelight since we're both in here. That's like a big shade tell. Oh, it's gonna do. Bunnard. Oh yeah. I see him at 5. It's definitely a shade. No, can you delete that laughy? Gotcha. Let's go. You swat a fly. Yeah. Where'd I put it? Oh, it's probably the ghost probably threw it out of the